Bonjour et bienvenue à l'épisode 217 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour vous aider à développer la croissance profitable et durable de vos organisations. Vous qui connaissez bien nos sujets de prédilection sur ce podcast, notamment la stratégie, savez que nous nous intéressons à tout ce qui peut nous aider à faire ces tâches que nous considérons comme difficiles et complexes. Et nos entretiens nous amènent à faire beaucoup de découvertes. Un bon exemple concerne l'ingénierie hétérogène dont Frédéric Rousseau nous a parlé à l'épisode 172. Dans cet épisode, nous revenons vers lui pour approfondir ce sujet, car il fait écho à la question de diversité, que ce soit des personnes, que ce soit des métiers, dans la formation des groupes pour des ateliers d'analyse, de formulation ou de planification stratégique, ou pour tout autre problème complexe auquel votre organisation est confrontée. Nous en profitons de cette opportunité de le questionner pour explorer avec lui le monde BANI, pour voir si le VICA, dont nous parlons depuis le début sur ce podcast, est révolu ou s'il s'agit d'une manière complémentaire de voir ou d'explorer ou de comprendre l'environnement de nos organisations. Au fil de 30 ans d'expérience dans une profession de gestion de projet d'infrastructure en France et à l'international, M. Frédéric Rousseau développe par l'expérimentation des méthodes innovantes de gestion de projets complexes, appuyées sur l'hybridation des sciences sociales avec les sciences de l'ingénieur. Il a dirigé la maîtrise d'ouvrage de 300 km d'autoroutes et de 50 km de tunnels en France, en Grèce et au Pérou et en Colombie notamment. Il est aujourd'hui responsable de la transformation numérique, de la gestion du patrimoine et de la maintenance des équipements d'un réseau autoroutier. Finalement, M. Rousseau enseigne le cours intitulé « Maîtrise d'ouvrage transdisciplinaire » à l'ESTP Paris, l'école d'ingénieurs spécialisée dans le génie civil, ainsi que mobiliser les imaginaires pour la réussite des projets territoriaux à Sciences Po Lyon. Bonne écoute! Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-François. Frédéric, dans ce podcast, dans cet épisode plutôt, nous allons délaisser ton expertise sur les objets médiateurs, même si je recommande à toutes et à tous d'écouter attentivement les épisodes 172 et 85 pour ceux qui s'intéressent à ces questions-là, pour accélérer leur activité ou pour prendre de meilleures décisions. Mais je veux avec toi parler de deux choses. La première chose, l'acronyme BANI. Et puis, bien sûr, la deuxième, l'ingénierie hétérogène. Je pense que c'est un sujet dont tu nous as brièvement parlé à l'épisode 172 et qui a beaucoup piqué mon intérêt. Commençons par parler de BANI. On aime toutes et tous les acronymes. Moi, je suis encore très attaché à VUCA, même si M. Bibard nous dit qu'il n'y a que de la complexité. Tout le reste, ça coule de source. D'où vient BANI? BANI, ça a été créé en 2018 par un futurologue qui s'appelle Jamaïs Cassio, et c'est pour mieux décrire la nature chaotique et complexe du monde contemporain. Alors, BANI, ça signifie brittle, anxious, non-linear, incomprehensible. Alors, le brittle, c'est fragile. Le monde est devenu fragile. Les systèmes peuvent se casser facilement sous pression malgré une apparence de solidité. Un exemple, vous prenez un pont par moins 20 degrés, il va y avoir une rupture fragile, il va s'effondrer alors qu'il paraît solide. Anxious, c'est l'anxiété, et là, les individus ils ressentent une anxiété profonde face à l'incertitude et au manque de contrôle sur leur avenir. Et aujourd'hui, l'éco-anxiété est absolument dominante. Le troisième facteur, le non-linéaire, c'est que les causes et les effets ne sont plus proportionnels ou de moins en moins proportionnels. Et la non-linéarité, elle se manifeste quand il y a un petit événement qui déclenche une réaction en chaîne imprévisible. Un exemple, on peut prendre par exemple la production des circuits intégrés qui a bouleversé le commerce automobile. Et enfin, le quatrième facteur, le I de BANI, c'est incompréhensible. Incompréhensible, c'est la complexité, la rapidité des changements qui rendent difficile la compréhension et la prévision des événements.
Et le fait que ce soit incompréhensible, ça reflète la difficulté à saisir la totalité des phénomènes, et même avec des données très abondantes, Ouais, comme par exemple des enjeux géopolitiques. Alors ce cadre banni, ouais, ça aide à comprendre les défis actuels et à développer des résidences adaptées. La résilience face à la fragilité, l'empathie face à l'anxiété, l'improvisation face à la non-linéarité et enfin l'inclusion pour appréhender l'incompréhensible. Et dans les mots de James Cassio, banni, ça donne le nom à l'angoisse qui ronge beaucoup d'entre nous en ce moment. Banni, ça affirme que ce que nous voyons, ce n'est pas juste une aberration temporaire, c'est une nouvelle phase. On est passé de l'eau à la vapeur et la vapeur parfois bien brûlante actuellement. ouais. Mais VUCA, pour moi, m'est très utile pour moduler ou choisir mon approche managériale, mon approche stratégique. Comment est-ce que Bani t'aide, toi, au quotidien, ou comment est-ce que tu utilises ces concepts-là pour améliorer soit ta vision stratégique, ton action stratégique, ou tout simplement ton management au quotidien des équipes ou des projets sur lesquels tu interviens? Alors, VUCA, le volatile, incertain, complexe, ambigu, que nous pratiquons depuis les années 90, ça décrit un environnement. Ouais, Alors que plus profondément, Bani, ça décrit la nature même du monde, une nature profonde, et ça d'accord. pousse à une approche systémique. OK. Et là, je souhaite m'arrêter un instant sur le concept d'ordre impliqué et ordre expliqué. Ouais, Cet ordre impliqué, ordre expliqué, ça a été développé par David Bohm, c'est un physicien américain des années 50. ouais, Et l'ordre expliqué, on va dire de manière brève, c'est Descartes. Chaque ouais, partie est juxtaposée sur une autre comme un puzzle. La ouais, méthode de Descartes, je divise chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qui se pourraient et ouais, qui pourraient mieux résoudre. Donc ça, au premier ordre, c'est très efficace, mais dans le monde contemporain, ça ne permet pas d'aller gérer les sujets. ouais, Et donc là, David Bohm, il apporte l'ordre impliqué. ouais, C'est que chaque élément de savoir, c'est une vue partielle ou globale sur l'ensemble depuis un point de vue. Et progressivement, on va multiplier les points de vue. On va ouais, surtout pas rapprocher les points de vue. Si on rapproche les points de vue, on va pas perdre de la connaissance. Donc on écarte les points de vue ouais, et en allant chercher comme ça de la connaissance, point de vue sur le global, progressivement par point de vue sur le global, ça va nous donner des axes d'analyse et des axes d'action qui ne sont pas identifiables par la méthode de Descartes classique. ouais, ouais. Mais quand on est loin de voir ça dans les problèmes complexes et graves qui nous confrontent au niveau, entre guillemets, macro, autrement dit, l'impact du numérique ou de la révolution numérique et des essais d'erreurs que nous faisons collectivement, mais aussi sur le réchauffement climatique ou le bouleversement climatique. Alors, effectivement, il faudrait comme changer complètement de perspective d'analyse ou de compréhension de ces choses-là. Alors je change pas de perspective, je l'élargis. Parce Oui, que le monde du management, on a longtemps navigué avec VUCA. Donc VUCA, oui, c'était dans l'armée américaine, né dans l'armée américaine dans les années 90. oui, Et justement, la différence clé entre VUCA et BANI, c'est l'angle du regard. Et on va aller chercher quelque chose qui va être plus large, qui va être plus loin, mais qui va nous permettre d'agir plus fortement, de manière plus opérationnelle. VUCA, ça décrit l'environnement qui nécessite de s'adapter à des défis externes. oui, Alors que Bani met l'accent sur la nature même des systèmes et des forces qui rendent ces défis plus profonds et plus difficiles à appréhender. Sur VUCA, on est sur la vigilance, la flexibilité. Alors que oui, Bani, on va être sur la résilience, l'innovation et l'acceptation de la part d'inconnu absolument radical. oui, Si je prends une entreprise, dans un monde VUCA, elle va faire des scénarios variés. Dans un monde banni, elle doit aussi construire des structures qui vont être capables de résister à des chocs imprévus, qui vont être en dehors des scénarios. oui, Ils vont cultiver une culture de l'apprentissage par rapport à chacun de ces chocs qui va permettre de gérer l'anxiété collective. oui, Et là, je suis tombé sur les propos de Dominique Turc, qui est un chercheur en management français, qui vient de oui, publier un livre sur les conseils d'administration, quoi. oui, Et oui, lui, il suppose, il nous incite que viser le maximum, c'est bien trop dangereux. On cherche toujours à optimiser. Aller chercher un optimum, c'est aussi trop dangereux dans le oui, monde contemporain. oui, Il faut être suboptimal, il faut être en dessous de l'optimal. Et on va être en dessous de l'optimal parce qu'on pourra faire face à des événements imprévus, on aura des ressources qu'on pourra mobiliser par rapport à ces événements imprévus.
Oui. Et donc la chaîne d'hyper-optimisation telle qu'on l'a conduite jusqu'à présent, maintenant il faut viser un peu en dessous. Ou alors si on prend en ligne management, c'est le Slack, hein, c'est la même chose, c'est la ressource disponible qu'on doit garder même dans une entreprise parfaitement optimisée, quoi. Ouais, ouais, donc autrement dit, par exemple, traverser l'Afrique en bagnole, je prendrais pas une Renault Clio d'aujourd'hui bardée de capteurs et d'électronique. Je vais plutôt retourner probablement à une vieille Renault 5 ou mieux une 4L qui avec une mécanique beaucoup plus simple, mais qui va me garantir de pouvoir faire face à des environnements ou à des événements qui vont probablement arriver. Une chose est certaine, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver. Qu'est-ce que ce sera? On ne sait pas. Est-ce que mon analogie est la bonne? Oui, oui, alors en plus, tu as ta voiture, ta Clio contemporaine, elle va être optimisée dans un contexte qui va Oui, être le contexte de tu as les garages autour de toi et que si tu vas au fond de l'Afrique, bah, ton contexte, ça va être une mécanique beaucoup plus sobre, beaucoup oui, plus pas oui, forcément plus robuste, mais beaucoup plus sobre et réparable. oui, Forcément, il y aura des pannes, mais tu sauras réparer les pannes parce que tu auras une mécanique simple, quoi. oui, oui. Donc si je reviens à Bani par rapport à VUCA, je pense que Bani englobe bien plus largement VUCA pour une plus grande résilience, quoi. Ouais. OK. Donc, cette notion-là de résilience, on commence à en entendre parler. On y reviendra un peu plus tard parce que ben, on fait toujours des équilibres entre coûts et résultats. Et surtout quand il est question d'assurance, entre guillemets, pour des risques ou des choses. Donc, ça va modifier notre analyse de risque pour justement peut-être travailler différemment dans une autre dimension plutôt que de travailler seulement sur des probabilités ou des gravités d'impact. Maintenant, je veux que tu nous parles d'ingénierie hétérogène. Et on sent que ton intérêt sur ce sujet-là sous-tend un peu le fait que tu t'intéresses aussi à ce monde, entre guillemets, BANI, BANI. On vit dans un monde de plus en plus complexe. C'est pour ça que, en parenthèse, je rechigne à me débarrasser du bon vieux VUCA. Peux-tu nous rappeler ce que c'est que l'ingénierie hétérogène et pourquoi on devrait s'y intéresser? Pourquoi c'est important selon toi? Alors, l'ingénierie hétérogène est une réponse au contexte banni dont nous venons de parler. Donc, l'ingénierie hétérogène, c'est qu'elle Oui, traite simultanément, et le mot important, c'est simultanément, ouais, des enjeux sociaux, de la nature et de la technologie. ouais, C'est un concept qui a été défini par John Law en 1987 dans le cadre de la théorie de l'acteur réseau de Bruno Latour et de Michel Calon. Et ouais. ces problématiques hétérogènes, elles sont extrêmement fréquentes, mais souvent traitées partiellement. Mhm. Pour illustrer un contexte de l'ingénierie hétérogène, est-ce que tu connais la notion de licence sociale? Non, absolument pas. Donc, le terme social license to operate ou licence sociale de construction, d'opération, d'exploitation, Ouais, ça a été inventé dans le secteur minier dans les années 90. ouais, Et ce concept, c'est une métaphore qui compare la nécessité pour les entreprises d'obtenir non seulement une licence légale administrative qui est tamponnée par les services de oui, l'État, par l'administration, oui, mais il a besoin aussi, simultanément, d'une permission sociale, ouais, informelle et intangible de la part des communautés locales ou des autres ouais, parties prenantes concernées par l'activité. ouais, Le porteur du projet, il doit avoir un consentement implicite éclairé des parties prenantes. ouais. S'il n'a que le consentement du tampon des services de l'État, dans le monde contemporain, ça ne suffit pas, quoi. Ça ne suffit plus, ouais. Et ce concept d'ingénierie hétérogène, il va orienter les actions de l'ingénieur contemporain vers une ingénierie qui va dépasser le fait technique. OK. En fait, on est passé, sans le nommer vraiment, en 60 ans, d'une ingénierie technique à une ingénierie hétérogène qui va combiner de l'émotionnel, du social, du sociétal et du fonctionnel. Alors, je vais Ouais, descendre un peu dans l'histoire. ouais, J'ai ressorti le cours d'entreprise des travaux publics de 1945. ouais. Et là, ça nous dit, le rôle de l'entreprise de travaux publics est essentiellement de violenter la nature pour l'asservir aux besoins des hommes. Imaginez aujourd'hui si vous mettez ça dans votre présentation de projet. Ça, c'est années 45. Oui, On voit dans le contexte où c'était. oui, Marine Tondelier va avoir ta tête, là. Oui, mais c'était en 45. Ouais, En 2000, les projets d'infrastructure, il y a 3 dimensions. Il y a structurel, comment ouais, on va construire, on voit bien la chose robuste. oui, Fonctionnel, quelles sont les fonctions auxquelles elle va répondre. Et puis émotionnel, on a déjà de l'émotionnel qui va être suscité par rapport à ce projet. Ça, ouais, c'était année 2000. ouais, Mais aujourd'hui, le structurel, il est remplacé par le social. Le ouais, structurel, c'est une commodité, tout le monde sait construire ou tout le monde imagine que tout le monde sait construire. Donc le ouais, projet d'infrastructure, il va être social
émotionnelle et fonctionnelle. L'ingénierie technique va s'effacer devant l'ingénierie émotionnelle et sociale. Ouais. Et c'est là où le concept d'ingénierie hétérogène permet de manière robuste de donner un cadre d'action aux ingénieurs contemporains. Ouais. Je prends 2 exemples, vécus ici en France. Un en ce moment avec l'autoroute A69, un dans le passé avec, le nouvel aéroport à Nantes. Donc il y a eu clairement un défaut d'ingénierie hétérogène dans ces projets-là, ou quel diagnostic ou quel regard portes-tu sur ces 2 projets-là à posteriori? Bien entendu dans les limites de ce que tu peux nous dire. Alors le projet, tu as entendu, il est social et émotionnel. Et Ouais, la construction, elle doit se faire dans les têtes avant d'aller se construire sur le terrain, quoi. ouais, Et ces 2 projets que tu cites, ils apportent la preuve de l'impérieuse nécessité de pratiquer l'ingénierie hétérogène. ouais. Et dans l'ingénierie hétérogène, d'aller chercher cette licence sociale de Mmh. construction et d'exploitation. La difficulté, c'est qu'elle va s'étendre sur des dizaines d'années. Notre-Dame-des-Landes, c'est un projet de 50 ans, quoi. Ouais, ouais, Et donc, au fil de cette dizaine d'années, les porteurs du projet, quels qu'ils soient, il faut qu'ils arrivent à aller chercher cette licence sociale et à la maintenir au même niveau qu'ils vont aller chercher une ouais, autorisation ouais, administrative, une concession ou un contrat. ouais, Une manière plus imagée de dire ça, c'est qu'un projet, c'est des histoires individuelles ouais, qui s'entrelacent dans un récit collectif pour nourrir un rêve partageable. ouais. Important, c'est que le rêve, il est partageable. Partageable. Oui, Il- Et le savoir-faire de l'ingénieur contemporain, c'est de maintenir l'alignement du rêve, du récit, des histoires individuelles. Il y en a qui vont rentrer, il y en a qui vont sortir, et dans un contexte sociétal qui va être mouvant. oui, Et ce projet doit toujours rester en écho avec ce contexte sociétal. ouais, Et la licence sociale, elle est très difficile à obtenir, facile à perdre. Il ne ouais. s'agit pas seulement de l'acquérir, mais de la maintenir et de La la maintenir. développer. Ouais. Faut qu'elle soit valide, ouais. Elle reste valide, ouais. Et pour un maître d'ouvrage, c'est clairement 70 ou 80% de son travail, ça va être travailler sur la licence sociale, plus que sur l'objet technique, quoi. Quand je t'entends, je vois notre transition énergétique aussi et ces questions-là de nucléaire, pas nucléaire, éolien, not in my backyard, enfin, un peu toutes ces questions-là. Donc, effectivement, comment est-ce qu'on peut obtenir, maintenir tout ça? Parce que il y a pas que effectivement, il est bien que tu nous rappelles que ce n'est pas que construire l'autoroute ou l'aéroport, c'est l'opérer aussi sur une période de plusieurs dizaines d'années avec les avantages et les inconvénients qui vont avec. Si je reviens sur cette question-là, comme quoi le tribunal de Toulouse a jugé illégales les autorisations environnementales du projet d'autoroute Casse-Toulouse, la 69 à 680 dont je parlais tout à l'heure, et plus récemment aussi saisi en urgence par des opposants au projet de la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, le tribunal administratif de Bordeaux, lui, a refusé de l'autre côté, de suspendre des travaux d'aménagement de réseau existants au sud de Bordeaux. Autrement dit, le prolongement de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux vers les autres destinations. Euh, Comment est-ce que, sachant ça, et tu nous as dit que l'ingénierie hétérogène, c'est des concepts qui ne datent pas de 2016, comment se fait-il qu'on ignore encore ces questions-là d'acceptabilité sociale ou de licence sociale pour des projets d'infrastructure aussi fondateurs pour le développement à long terme de pans du territoire? Alors, depuis Montaigne, hein, on cherche l'équilibre des pouvoirs entre le pouvoir politique, judiciaire, législatif, et ça se cristallise on est en démocratie, sur la société et sur le social. Et ce qui apparaît dans ces projets contestés, portés d'un côté, Mhm. contestés de l'autre, Ouais, ouais. c'est aussi la recherche de rééquilibrage permanente au sein de la démocratie entre du politique, du judiciaire, du législatif. Donc ça dépasse les porteurs du projet, Mm. mais néanmoins, dans le cas de l'ingénierie hétérogène, ils vont chercher des leviers d'action dans une stratégie de présence et d'influence qui va permettre de maintenir le projet ou pas. Parce qu'au Mhm. final, Ouais, cette construction dans les têtes, puis la construction sur le terrain, alors c'est dit puis, mais en fait non, c'est simultané, quoi. ouais, Et ouais. c'est là, on est sur des dizaines d'années.
Et à un moment, il peut y avoir une déconnexion entre cette construction dans les têtes et une construction sur le terrain. Il y a pas de réponse universelle. Il y a un travail collectif, à mener en permanence, sur toutes ces natures de projets. Il y a des projets qui sortent et qui sortent bien. Oui, Celui-ci est suspendu. oui, Ensuite, la oui. justice Donc, suit son chemin, quoi. faut pas faire une fixation sur ceux qui attirent l'attention, sur les projets qui attirent l'attention ou dont les obstacles ou les succès sont médiatisés. En réalité, c'est comme d'habitude, il y a 80% des projets qui se passent bien et il y a 20% des projets où, entre guillemets, ça coince pour une raison ou pour une autre et probablement parce que il n'y a pas cette licence sociale, soit n'a pas été renouvelée, soit a été mal comprise, soit a été carrément ignorée. Et puis, il y a aucune proportion entre un fait et son effet, quoi. Un Mhm. projet d'une ampleur comme ça, il peut être arrêté par une petite plante, une petite bête, et cetera, quoi. Oui, ça, tu nous Et en as déjà ça, il parlé. faut savoir aller le chercher, dans tous les niveaux de profondeur, de différents éléments de contexte, quoi. Ouais, et il y a rien qui te prépare, entre guillemets, à avoir ça. Il y a personne qui a toutes ces connaissances-là, a priori, soit au sein d'un maître d'œuvre ou au sein d'un maître d'ouvrage. Hem, L'ingénierie hétérogène, est-ce qu'elle est la meilleure manière d'appréhender, cette complexité croissante de notre monde? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui commencent à attirer ton regard ou à piquer ta curiosité? Alors l'ingénierie hétérogène, c'est pas qu'un regard, hein, c'est vraiment un mode d'action hybride explicite qui permet de sortir les projets dans un contexte VUCA et BANI qu'on a présenté en début de podcast. Ouais, Donc le passage à l'explicite par la dénomination de l'ingénierie hétérogène, elle va permettre d'orienter l'action, d'organiser de structurer les organisations qui vont porter le projet et puis orienter le management opérationnel. mmh. La complexité, c'est toujours très difficile à appréhender. Il y a des méthodes robustes de navigation en complexité qui sont activables Ouais, et qui peuvent s'inscrire à l'intérieur de cette ingénierie hétérogène, qui va être un mot un peu chapeau, mais qui permet de nommer le fait qu'il est indispensable pour l'ingénieur contemporain ouais. d'aller chercher bien au-delà de la technique. Et la technique est même plus le fondement, elle est un des éléments parmi d'autres de ce qu'il doit gérer dans ces natures de projet. Ouais, et avant de faire la comparaison avec les Living Labs, est-ce que tu vois ces notions-là commencer se faire enseigner, dans les premiers cycles, d'école d'ingénieurs ou d'école de management aussi? Parce que ça concerne les 2 entre guillemets, «les 2 branches». Alors, on commence à les voir émerger, mais de manière un peu ténue, quoi. Ça va être des cours qui sont un peu sur le côté et on les voit Ouais, arriver par l'environnement. Donc, en fait, ça va être l'enseignement OK, de l'environnement qui va saisir de la complexité, qui va ouais, saisir de l'ingénierie hétérogène et qui va ouais, mettre en évidence qu'il faut travailler aussi le sujet environnemental au même niveau que le sujet construction classique, quoi. ouais, Donc, ouais, ça rentre progressivement dans les différents domaines que je peux voir. ouais. Quand je t'écoute et je te lis, et surtout quand, en parlant d'ingénierie hétérogène, moi, la petite lumière ou la petite cloche qui sonne dans ma tête, c'est le mot Living Lab. Donc les Living Labs, eux, nous disent, pour travailler dans un Living Lab, on fait intervenir, 4 voire 5 grandes branches, mais commençons par les 4 grandes branches, les académiciens, les citoyens, les entreprises, les gouvernements. La 5e branche étant, entre guillemets, l'environnement, où il y a quelqu'un qui doit parler de manière explicite pour la biodiversité, le climat et la planète au sens large. Est-ce que les 2 sont les reflets d'une même réalité, d'une même chose, ou est-ce que les 2 sont différents? Parle-moi de mon analogie. Critique mon analogie. Non, pas critiquer, je vais l'amplifier. C'est que les Living Labs, c'est des organisations innovantes ou apprenantes qui Ouais, rassemblent des parties prenantes variées en vue de produire un artefact innovant. ouais, Et l'article de Valérie Lehmann et Zadra Veil récemment publié sur l'inclusion du Living Lab, qui est très éclairant justement sur la structure même du Living Lab. ouais, Ce que je dirais, le livrable, pour prendre un mot horrible, le livrable du Living Lab est d'une nature très différente du livrable d'un projet, quoi. ouais, On va être plus dans le livrable d'un concept qui va permettre d'agir, quoi. Donc là, le Living Lab va permettre d'avoir les outils qui vont permettre de réaliser le projet. Donc c'est là où l'approche va être assez proche parce qu'on va chercher des parties prenantes variées. ouais, Mais le levier ou ce qu'on souhaite en faire, moi, je suis vraiment dans un ingénieur qui doit livrer un projet et comment il fait pour livrer ce projet. ouais, Donc l'ingénierie hétérogène, c'est plus directement performatif que du Living Lab appliqué à une situation, un projet. ouais.
Alors, ouais, pour exemple, ouais, j'ai créé une méthode qui s'appelle USO, usage, symbole, ouvrage. Où on retrouve exactement les sous-jacents des Living Labs. Ça ouais, mobilise de façon structurée des scientifiques, des ingénieurs, une première classe, ouais, architectes, urbanistes, et puis sociologues, anthropologues pour le même projet. ouais, Donc, ce qui est commun avec les Living Labs, c'est d'aller chercher la diversité des points de vue. ouais. Ce qui est singulier, c'est de les cristalliser, alors par des objets médiateurs, mais on n'en parle pas aujourd'hui, mais dans la conduite Ouais, même d'actions d'ampleur. ouais. Donc le Living Lab, je dirais, serait un outil parmi d'autres à mobiliser dans le cadre d'une ingénierie hétérogène, dans le cadre d'une conduite d'un projet. OK, wow! Non, mais je suis très, très, très impressionné de voir que ces questions-là d'aller chercher des points de vue différents et de faire travailler ces gens-là ensemble pour créer la, entre guillemets, «meilleure solution» ou créer une solution qui obtienne, comme tu dis, cette licence, sociale, commence à se développer. Alors que moi, quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai étudié il y a très longtemps. Ça n'était même pas un facteur qui était considéré. On donnait encore la primauté à l'aspect technique, à l'aspect technologique, à l'aspect produire en temps et en heure ce qui est demandé et ce qui a été conçu dans des bureaux qui sont souvent parfois un peu éloignés des réalités du terrain. Et des complexités que nous appréhendons maintenant de ce qui se passe dans la réalité du terrain. Frédéric, tu es très curieux et tu brasses des gros projets et souvent, dès que tu éternues, il y a plusieurs millions de dollars qui se promènent. Quels sont tes centres d'intérêt en ce moment? Alors j'agis en praticien réflexif, donc Oui, j'agis pour connaître. Donc j'ai 2 champs de réflexion qui nourrissent mes actions actuellement. Il y a d'une part, ce que j'ai travaillé pendant 5 ans, le design permaculturel. oui, Et c'est le design permaculturel qui est appliqué à des projets ou des entreprises. Et notamment, en quête de résilience, il inverse le mode de création classique. Le mode de création classique, c'est je crée, j'entretiens, puis je renouvelle. oui, Alors que le design permaculturel, il entretient, en entretenant, il acquiert de la connaissance, oui, puis ensuite, à un moment, il faut renouveler un peu, et à force d'entretenir et de renouveler, il va créer quelque chose de totalement différent, mais qui va être bien plus robuste et bien plus ancré dans un contexte. Donc ça, c'est un premier champ que je oui, croise avec, une phrase qui m'a vraiment, marqué et qui me porte, c'est Yann Lequin, qui est donc le chercheur en intelligence artificielle, hein, oui, qui nous dit que le langage est une modélisation faible de la connaissance. Donc oui, toute la connaissance ne passe pas dans le langage, notamment toutes exact. les connaissances tacites. Et Oui, donc comment appréhender et dépasser les limites du langage? Par oui, le dessin, par les objets, il y a plein de méthodes qui sont, possibles oui, et donc que je croise avec ce design permaculturel, donc une forme d'hybridation et qui oui, nourrissent des actions sur des projets concrets, à livrer au quotidien. Donc ça, c'est mes centres d'intérêt et puis, il y a 2 épisodes récents du podcast qui m'ont fasciné, hein. C'est, dans l'innovation par le jeu avec Baptiste Sand. oui, Il présente les limites du langage, que les oui, mots veulent dire des choses différentes en fonction de la culture, que la parole, c'est vraiment très complexe oui, et donc là, il propose de passer par le dessin, par des images, par des symboles, par des pictogrammes, par le Lego Serious Play, quoi. oui, Et tout ce qu'il nous a dit là dans cette partie du podcast me permet de m'outiller mieux pour, travailler sur, du projet, transdisciplinaire. oui, Et puis un deuxième, c'est l'épisode 206, hein, l'agilité comportementale avec Jérôme Baran. Donc, on aime oui, bien créer son propre vocabulaire, mais en fait, les néologismes, ça marche pas. oui, oui, Et que quand il faut apprendre le mot pour réussir à décrire le concept, mais ça va oui, pas. Donc le oui. néologisme en entreprise, ça passe pas. Donc comment avec les mots du quotidien, essayer déjà de rassembler, mais aller au-delà des mots. Donc ça, c'est vraiment 2 centres d'entretien que je cultive actuellement, quoi. Ouais, ouais. C'est parce que tu es un des premiers à m'avoir ouvert les yeux à ces questions-là. Alors qu'on passe tellement de temps à apprendre à s'exprimer, expression orale, expression écrite, capacité de synthèse et de reformuler des choses. Et en réalité, peut-être que, il y a d'autres façons pour aller encore plus vite. Je dis à tout le monde, aller plus vite, c'est pas faire les mêmes choses plus vite, c'est d'utiliser des nouveaux outils, des nouvelles méthodes pour prendre des meilleures décisions plus rapidement. Et encore là, ces mots-là ne sont qu'une toute petite partie d'un iceberg dont je ne soupçonne pas encore complètement bien le contour immergé. Ma dernière question, Frédéric, qu'est-ce que tu vois dans ta boule de cristal en matière de management et au niveau auprès du terrain? Qu'est-ce qui colle pas et quelles sont les attentes des gens que tu croises au quotidien en matière managériale? On commence à voir,
Oui, effectivement, ce qui va peut-être pas dans notre société, c'est pas qu'il manque de ressources, c'est que peut-être qu'on se gère, que nous gérons ce que nous avons fait et ce que nous faisons pas toujours super bien. Alors, dans ma boule de cristal, il y a 3 éléments. Il y a Dan Pink, et lui, il est présent depuis 30 ans. C'est maîtrise, autonomie et sens. Et on sent bien que sur notre quête de sens, sur les recrues, quel que soit leur âge, hein, c'est pas générationnel, est incontournable. Oui, Et que même si ensuite la boîte a bien du sens, il faut qu'ils puissent s'exprimer avec la maîtrise qu'ils ont et leur oui, donner suffisamment d'autonomie. Donc ça, c'est un fondamental qui reste encore plus qu'il reste. Je pense qu'il devient de plus en plus visible oui, pour non seulement recruter, mais garder les personnes et qu'ils puissent continuer à produire, quoi. oui, Et puis, il y a le deuxième élément, c'est l'intelligence augmentée. Tu noteras que je dis intelligence augmentée, surtout oui, pas artificielle, non, et qui a une intégration extrêmement lente. Il faut aller au-delà des médias et oui, simultanément, elle est totalement inexorable et c'est oui, impressionnant de voir à quel point ça va être un rouleau inexorable, mais qui va être très lent. oui, Il va être très lent et alors là, la phrase classique, hein, on surestime toujours à court terme et on sous-estime à long terme ce qui peut se oui, passer, quoi. oui, 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 Chacun individuellement et en fait, ce que je peux lire ou voir autour de moi, c'est que cet usage de l'intelligence augmentée, elle est, assez forte sur des choses, exploratoires, sur, mhm, je cherche des idées, sur des domaines qu'on connaît bien et qui veulent nous emmener plus loin, oui, et c'est pas uniquement une automatisation, pour supprimer des postes, quoi. oui, Et puis, pour conclure, en matière de management, il y a Anne-Laure Lecoinf, qui est de Nestlab, qui est, une chercheuse, qui a plus au moins 100 000 followers sur Nestlab, hein, oui, et qui met en évidence que les modèles de leadership traditionnels qui sont sur la certitude et le contrôle, on revient au oui, début, ce qu'on disait sur le BANI, ils sont de plus oui, en plus inefficaces. Ils sont de oui, plus en plus inefficaces parce que les contextes évoluent de plus en plus vite. oui, Et la complexité et le rythme du monde moderne, il faut un leadership différent qui accepte l'incertitude plutôt que de la combattre. oui, Très souvent, on met en place un plan d'action extrêmement structuré et puis il y a des choses qui se passent et le plan il matche plus bien. On dit bah non, on garde le plan et on va bousculer le monde pour réduire l'incertitude. Non, on va pas réduire l'incertitude, on va l'accepter oui. et on va avoir quelque chose de plus organique, de plus mouvant, mais qui permet, orienté par le sens, d'aller à l'endroit où on a envie d'aller. Voilà sur ce que je ressens actuellement en termes Ouais. de management, quoi. Ouais, merci beaucoup Frédéric, parce que quand je présente souvent un peu l'histoire des approches managériales pour que les gens comprennent où est-ce qu'on en est et voir ça dans une perspective qui additive et non pas dans une perspective entre guillemets révolutionnaire. Et on s'aperçoit que quand on parle d'artisanat, quand on parle de compagnonnage, le sens est bel et bien présent. Ce que les gens faisaient dans cette époque-là pré-industrielle avait entre guillemets, comme tu dis, un sens important ou relativement important que le Taylorisme ou le Fordisme ou l'organisation scientifique du travail aurait entre guillemets, ou a en réalité amoindri ou significativement amoindri. Et on voit ce retour vers cette quête de sens et cette importance-là. Donc, je vais continuer à me questionner là-dessus et à aller creuser là-dessus. Et puis, on se reparle bientôt pour continuer à suivre tes recherches et tes expérimentations sur ces autres manières non langagières d'obtenir des licences sociales pour faire avancer la société. Merci Jean-François et de nous pousser à la réflexion, podcast après podcast, ça nous emmène plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt. Au-delà de la passion inhérente de Frédéric Rousseau pour ces sujets, je voudrais attirer votre attention sur l'entreprise pour laquelle il travaille, à savoir la division Vinci Autoroute du groupe Vinci, leader mondial des concessions, des services à l'énergie et de la construction, fort de 279 000 employés dans plus de 120 pays. Avec les défis de changement climatique, de respect de la biodiversité et d'attractivité des métiers et de maturité de leur marché, il n'est pas surprenant de voir ce groupe Vinci explorer et adopter des approches innovantes et modernes, que ce soit pour le management de projet ou simplement pour comprendre leur environnement. Nous allons continuer à explorer ces concepts pour voir comment les entreprises les ont adaptés et se les sont appropriés. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Bien entendu, vous pouvez consulter les notes au www.inteliaconsulting.com/épisode 217 et nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter hebdomadaire sur le site. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons
une excellente semaine et à très bientôt.